Chapitre 1, la Fondation. Franck Delroy se tenait au garde-à-vous une dernière fois dans son uniforme, observant le drapeau se plier avec une précision militaire. 25 ans dans le renseignement militaire, suivi de 15 ans dans le conseil en sécurité privée, 40 ans au service de la patrie et de sa famille, et voilà qu'on lui remettait une montre en or et une pension. La cérémonie de départ à la retraite se déroulait dans le hall lambrissé de chêne de la base, rempli de collègues, de subordonnés et de ce qu'il croyait être sa famille aimante. Rita, son épouse depuis 22 ans, était assise au premier rang, portant le collier de diamants qu'il lui avait offert pour leur anniversaire. Leur fils Trevor, 21 ans, fraîchement sorti de l'université, consultait constamment son téléphone. Leur fille Madison, 19 ans, semblait plus intéressée par son Instagram que par les derniers instants militaires de son père. Franck avait tout construit pour eux. La vaste maison en banlieue, l'éducation dans une école privée, le centre de bien-être de Rita, ouvert 3 ans plus tôt. Il avait sacrifié des déploiements, manqué des anniversaires, enduré la solitude de la vie militaire, tout cela pour vivre confortablement. Mais Franck Delroy n'avait pas survécu à des opérations psychologiques sur 3 théâtres d'opérations différents par naïveté. Depuis 6 mois, il savait exactement ce que Rita faisait. La découverte était accidentelle. Un SMS apparut sur son iPad alors qu'elle prenait sa douche, laissé négligemment sur le plan de travail de la cuisine. Il avait hâte de se débarrasser du vieux soldat. Ce soir était incroyable. Boyd Hutchkin, le professeur de yoga de Rita devenu associé. 12 ans plus jeune que Franck. Tout en charme et en manipulation calculée. Franck avait mené des opérations de surveillance sur des combattants ennemis avec moins de rigueur que pour découvrir la liaison de sa femme. Il avait installé des logiciels sur ses appareils, placé des traceurs GPS, et même loué des appartements en face du loft de Boyd pour photographier leur rencontre. Rita se croyait intelligente, mais c'était une amatrice jouant contre une professionnelle qui avait passé des décennies dans la collecte de renseignements. La liaison durait depuis 8 mois, mais la véritable trahison était plus profonde. Grâce aux documents financiers et aux communications interceptées, Franck avait découvert le plan ultime de Rita et Boyd, divorcer immédiatement après la retraite, prendre la moitié de ses biens et utiliser sa pension pour financer leur nouvelle vie commune. Ils avaient même impliqué les enfants. Trevor s'était vu promettre la collection de voitures anciennes de Franck s'il soutenait le divorce. Madison avait été informée qu'elle pourrait redécorer la maison à sa guise une fois Franck parti. À la fin de la cérémonie et alors que les gens commençaient à se mélanger, Franck sentit un calme familier l'envahir. C'était le même sentiment qu'il avait éprouvé avant chaque opération majeure de sa carrière militaire. Tout allait changer, mais il était prêt. Rita s'approcha avec ce sourire qu'il avait autrefois trouvé beau, le voyant maintenant pour ce qu'il était, une arme. « Chérie, il faut qu'on se parle en privé », dit-elle en désignant une pièce annexe. Franck hocha la tête. « Bien sûr. » Chapitre 2. La trahison. La pièce annexe était petite et sans fenêtre, généralement utilisée pour les briefings privés. Rita avait choisi une maison bien isolée et insonorisée. Trevor et Madison les suivent, tous deux avec des expressions usées que Franck n'avait jamais vues auparavant. Des inconnus froids et calculateurs arborant le visage de ses enfants. « Franck », commença Rita, sa voix prenant un ton qu'il n'avait jamais entendu. Confiante, presque prédatrice. « Nous devons discuter de tes projets de retraite. » Elle fouilla dans son sac et en sortit une épaisse enveloppe en papier craft. « Ce sont les papiers du divorce. Je dépose le dossier immédiatement. » Et ça, elle en sortit une autre enveloppe. Nos documents de saisie immobilière. Franck resta parfaitement immobile, l'air neutre. Des années d'entraînement aux interrogatoires lui avaient appris à ne rien révéler. La maison est sous l'eau à cause de l'hypothèque, poursuivit Rita, la voix de plus en plus forte. Mon associé Boyd a découvert des irrégularités dans tes finances. Des impôts, des dettes impayées que tu me cachais. La maison doit partir. Trevor rit. Un son transperça Franck comme un éclat d'obus. Tu aurais dû voir ça venir, mon vieux. Maman prépare ça depuis des mois. Tu crois qu'on n'était pas au courant pour tes comptes bancaires secrets? Tes dettes de jeu? Les yeux de Franck se plissèrent légèrement. Des dettes de jeu. Il n'y avait pas de dettes de jeu. Mais il ne dit rien. Madison intervint avec une satisfaction acerbe. 40 ans pour rien. Boyd nous a tout montré. Tu nous as menti toute ta vie à propos d'argent. Rita se pencha en avant, sa masse ayant complètement diminué.
On prend une maison et tu n'auras rien. Boyd et moi, on prend un nouveau départ et les enfants subviennent entièrement à nos besoins. Tu peux garder ta précieuse pension militaire. De toute façon, c'est à peine de quoi louer un appartement. Elle fit glisser les papiers sur la petite table. Signez-les. Facilitez les choses pour tout le monde. Frank baissa les yeux sur les documents. Les papiers du divorce étaient classiques, mais les documents de saisie étaient intéressants. D'après ces papiers, la maison avait été refinancée à plusieurs reprises grâce à des prêts contractés à son nom qu'il n'avait jamais autorisés. Des dettes envers des entreprises dont il n'avait jamais entendu parler. Des obligations financières qui le présentaient soit comme un joueur compulsif, soit comme un homme vivant bien au-dessus de ses moyens. Ce n'était pas seulement de l'adultère et de la cupidité. C'était de la fraude. Rita et Boyd avaient falsifié sa signature sur des documents de prêt, créé de faux documents financiers et monté un dossier pour le faire passer pour un irresponsable financier. Il ne se contentait pas de lui voler sa vie, il détruisait sa réputation. Frank prit le stylo que Rita lui tendait. « D'accord », dit-il simplement. Ces mots semblèrent apaiser le drame anticipé par Rita. Mais elle s'attendait clairement à des supplications, de la colère, des menaces. Au lieu de cela, Frank se mit à signer des documents avec la même précision méthodique qu'autrefois pour signer des ordres d'opération. « C'est tout ?» demanda Trevor, presque déçu. « Pas de bagarre, pas de supplication. » Frank leva les yeux vers son fils. « Non, vers le jeune homme qui a contribué à planifier sa destruction. »« À quoi bon ?» Il signa le dernier document et se leva. « Je ferai mes valises et je partirai dans l'heure. » En arrivant à la porte, Rita cria « Frank, tes chèques de retraite seront déposés directement sur le compte joint jusqu'à la fin du divorce. Nous aurons besoin de cet argent pour payer les mensualités de la maison jusqu'à ce que nous puissions vendre. » Frank marqua une pause, mais ne se retourna pas. Bien sûr. Chapitre 3, le départ. Frank prépara ses bagages avec efficacité et minutie. Un sac de sport militaire contenant des vêtements, ses médailles, quelques effets personnels et un dossier qu'il préparait depuis des mois. Il traversa la maison qu'il avait payée, passa devant les meubles qu'il avait achetés, sous le toit qu'il avait fourni, se sentant comme un fantôme dans sa propre vie. Rita et Boyd étaient dans la cuisine, partageant une bouteille de champagne et discutant à voix basse et enthousiastes de leur projet. Trevor était déjà sur le canapé, feuilletant des magazines automobiles, réfléchissant à la vente de la Mustang 1967 restaurée de Frank. Madison était à l'étage, planifiant probablement la rénovation de sa chambre. Aucun d'eux ne leva les yeux lorsque Frank franchit la porte d'entrée pour la dernière fois. Il se rendit dans un hôtel de l'autre côté de la ville, s'enregistra sous un faux nom qu'il avait créé des mois plus tôt et ouvrit son ordinateur portable. Le vrai Frank Delroy, celui qui avait passé 25 ans en opération psychologique, allait enfin fonctionner. Rita pensait avoir découvert ses finances secrètes. En réalité, elle avait trouvé exactement ce qu'il souhaitait, de faux comptes, de fausses dettes, de faux documents créés spécialement pour étayer son récit. Elle pensait se jouer de lui, mais elle avait joué son jeu dès le moment où elle avait décidé de le trahir. Frank ouvrit ses fichiers cryptés et commença à passer des appels téléphoniques. Le premier fut adressé à son avocat, non pas à celui de la famille que Rita connaissait, mais à un spécialiste de la défense pénale informé de la situation de Frank des mois auparavant. Le deuxième appel fut adressé à un détective privé qui documentait toutes les transactions illégales effectuées par Rita et Boyd grâce à la signature forge de Frank. Le troisième appel fut adressé à un ancien collègue militaire qui travaillait désormais dans une enquête bancaire fédérale. Lorsque Frank rouvrit son ordinateur portable 2 heures plus tard, plusieurs enquêtes étaient sur le point de commencer. Rita et Boyd avaient commis de multiples crimes fédéraux, usurpation d'identité, fraude bancaire, fraude hypothécaire et falsification de documents. Ils avaient utilisé les qualifications militaires de Frank pour obtenir des prêts, falsifier sa signature sur des documents et créer un document. Un procès qui les détruirait tous les deux. Mais ce n'était que le début. Le véritable plan de Frank était bien plus sophistiqué qu'une simple poursuite pénale. Il avait passé 6 mois à créer un réseau d'instruments financiers, de sociétés écrans et de structures juridiques pour démanteler systématiquement tout ce que Rita et Boyd pensaient avoir volé. La maison qu'ils croyaient s'emparer. Frank avait discrètement restructuré le prêt hypothécaire par l'intermédiaire d'une société qu'il contrôlait. Il lui verserait des paiements sans le savoir pendant qu'il recueillait des preuves de leur fraude. Les actifs de Boyd. Frank avait investi dans la société à laquelle Boyd devait de l'argent,
gagnant suffisamment d'influence pour réclamer des dettes au pire moment. Le centre de bien-être de Rita. Frank avait découvert que Boyd en avait détourné pour financer leur liaison. Lorsque cette information serait rendue publique, ainsi que les preuves des prêts falsifiés, leur réputation personnelle et professionnelle serait détruite. Mais Frank n'en avait pas fini. Il avait appris que Boyd avait déjà fait cela. Il avait séduit des femmes riches, les avait manipulées pour les forcer à commettre des fraudes financières, puis avait disparu lorsque la situation était devenue trop critique. Il y avait 3 autres victimes dans différents états, des femmes. Ceux qui avaient perdu leur maison et leurs économies à cause des machinations de Boyd. Frank les avait tous contactés. Ils étaient très intéressés par l'idée de témoigner contre Boyd et Rita, accusés de complicité. Allongé sur son lit d'hôtel ce soir-là, Frank pensait aux appels téléphoniques qui allaient bientôt arriver. Rita comprendrait qu'elle était tombée dans un piège. Boyd découvrirait que sa nouvelle identité soigneusement construite s'effondrait. Trevor et Madison apprendraient que leur héritage était financé par des crimes qu'ils avaient contribué à rendre possibles. Mais Frank Delacroix avait appris quelque chose en 40 ans de service. La patience était l'arme la plus dévastatrice. Chapitre 4. Le premier tremblement. Une semaine après le départ de Frank, les premières fissures commencèrent à apparaître. Rita se tenait dans la cuisine de sa maison fraîchement acquise, les yeux fixés sur une lettre certifiée de Morrison Associates, un cabinet d'avocats dont elle n'avait jamais entendu parler. La lettre était adressée à Frank, mais comme il lui avait donné une procuration, un autre document qu'elle pensait l'avoir habilement manipulé pour qu'il signe, elle l'ouvrit. Cher Monsieur Delacroix. Notre client. Pinacle Financial Service a demandé le paiement immédiat du solde impayé du compte portant le hashtag 4471-89X. Conformément aux termes de votre accord daté du 15 mars, le non-respect des paiements requis déclenche une clause d'exigibilité anticipée. Le montant total du principal, soit 347 000 $, est maintenant dû dans les 30 jours. La main de Rita trembla. 347 000 $. Elle n'avait jamais entendu parler de Pinacle Financial Service et le 15 mars, elle pensait que Frank se laissait avoir. Elle appela immédiatement Boyd. Nous avons un problème. Boyd arriva moins d'une heure plus tard, son assurance habituelle remplacée par une nervosité. Quel genre de problème? Rita lui montra la lettre. Boyd pâlit en lisant. Cela n'a aucun sens, dit-il. Nous avons retracé tous les comptes de Frank. Il n'y avait aucun prêt d'un montant aussi élevé. À moins qu'il ne cache plus que nous ne le pensions, dit Rita en élevant la voix. Peut-être que les dettes de jeu étaient réelles. Peut-être. Son téléphone sonna. L'afficheur affichait le numéro de la Sunrise Bank, où ils avaient demandé le transfert de l'hypothèque sur la maison. Madame Delacroix, je suis Janet Harrison de la Sunrise Bank. Nous devons discuter de certaines irrégularités dans votre demande de prêt hypothécaire. Rita eut un pincement au cœur. De quel genre d'irrégularité s'agissait-il? Les documents que vous avez fournis semblent avoir été falsifiés. Nous allons devoir vérifier toutes les signatures en présence de votre mari. Pouvez-vous le faire venir cette semaine? Rita raccrocha et composa immédiatement le numéro de Frank. Il tomba directement sur la messagerie vocale. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Trevor traversait une crise. Il s'était rendu au DMV pour transférer la propriété de la Mustang de Frank, mais avait découvert que la voiture était immatriculée au nom d'une société appelée Delacroix Holdings, et non au nom de Frank personnellement. L'employé l'informa qu'il lui faudrait une autorisation de l'entreprise pour transférer le titre. Mais c'est la voiture de mon père. Trevor protesta. D'après nos archives, monsieur, ce véhicule est la propriété de l'entreprise. Vous devrez contacter le service juridique de l'entreprise. Trevor appela le numéro indiqué, accédant à un système automatisé qui le mit finalement en contact avec un cabinet d'avocats. L'avocat qui la réponse était poli mais ferme. Je suis désolé, mais Monsieur Delacroix nous a expressément indiqué qu'aucun membre de la famille n'était autorisé à accéder aux actifs de l'entreprise sans son autorisation écrite. Où est mon père? Demanda Trevor. Je ne suis pas autorisé à fournir cette information. Madison était confrontée à ses propres problèmes. Elle avait tenté d'utiliser l'une des cartes de crédit de Frank pour acheter de nouveaux meubles et avait découvert que le compte avait été gelé. Lorsqu'elle appela la société émettrice de la carte de crédit, on l'informa que le titulaire du compte avait signalé une fraude potentielle et demandé une retenue de garantie sur toutes les transactions. Le soir,
Les 3 conspirateurs étaient réunis dans la cuisine de Rita, chacun apportant sa propre mauvaise nouvelle. On dirait qu'ils savaient, dit Rita en faisant les 100 pas comme s'il avait tout planifié. Boyd secoua la tête. C'est impossible. Frank est un simple soldat. Il n'a pas la sophistication nécessaire pour mettre en place quelque chose d'aussi complexe. Alors, explique-moi ça. Rita déposa d'un coup sec une autre lettre arrivée cet après-midi-là. Elle provenait du fisc demandant des justificatifs de revenus non déclarés au nom de Boyd. Des revenus qui semblaient liés à l'entreprise de Rita. Boyd fixa la lettre. Je n'ai jamais perçu de revenus non déclarés de votre entreprise. Je le sais et vous le savez. Mais quelqu'un vous a signalé des paiements importants depuis 6 mois. Trevor leva les yeux de son téléphone. Les gars, on a des problèmes plus graves. J'ai demandé à ma banque de m'appeler. Ils gèlent mes comptes, dans l'attente d'une enquête pour des dépôts suspects. Quel dépôt suspect ? Demanda Rita. Apparemment, quelqu'un a déposé de l'argent sur mon compte en provenance de sociétés offshore. De l'argent que je n'ai jamais reçu, mais les documents indiquent que oui. Le silence se fit dans la salle tandis que les implications s'imposaient. Frank n'avait pas seulement découvert leur plan. Il élaborait un contre-plan. Chaque mouvement, chaque document falsifié, chaque mensonge avait été anticipé. Le téléphone de Rita vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu. Vérifie ses emails. Elle ouvrit son ordinateur portable et trouva un message sans texte, juste une vidéo en pièces jointes. Lorsqu'elle appuya sur « Play », elle se vit avec Boyd dans son appartement, discutant de leur projet de piéger Frank pour dette de jeu. L'horodatage indiquait que cela datait d'il y a 3 mois. Un autre message arriva. Ce n'est que le début. Boyd se leva brusquement. Je quitte la ville ce soir. Tu ne peux pas partir, dit Rita d'un ton désespéré. On est tous dans le même bateau. Non, dit Boyd en reculant vers la porte. Tu es dans le même bateau. Je n'ai jamais été marié avec lui. Je peux disparaître. Mais alors que Boyd tendait la main vers la poignée de la porte, son téléphone sonna. L'afficheur affichait le numéro de sa mère en Arizona. Boyd, mon chéri, as-tu des ennuis ? 2 hommes en costume sont venus demander de tes nouvelles. Ils ont dit qu'ils étaient des agents fédéraux. Le visage de Boyd devint blanc. Il regarda Rita, puis Trevor et Madison. Il ne s'en prend pas qu'à nous, murmura Boyd. Il détruit tout ce que nous avons touché. Chapitre 5. L'actualité qui se resserre. Frank était assis dans sa chambre d'hôtel, scrutant plusieurs écrans d'ordinateur, affichant comptes bancaires, documents juridiques et images de surveillance. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la signature des papiers, et son piège fonctionnait parfaitement. Rita avait passé cet appel désespéré sur son téléphone, tous plus frénétiques les uns que les autres. Boyd avait tenté de fuir l'État, mais avait été arrêté à l'aéroport par des agents fédéraux enquêtant sur les prêts frauduleux. Trevor et Madison avaient tous deux reçu la visite de la division des crimes financiers du FBI. Mais le plan de Frank était bien plus complexe qu'il ne l'avait encore découvert. Il avait passé 6 mois à créer un réseau complexe de sociétés écrans. Tout enregistré légalement, toutes conçues pour piéger Rita et Boyd dans leur propre cupidité. Chaque fausse signature utilisée, chaque faux document créé avait été relié à des actes criminels spécifiques passibles de sanctions fédérales. Son téléphone sonna. L'identification de l'appelant indiquait un numéro qui l'attendait. Monsieur Delacroix, ici l'inspectrice Sarah Chan de la police municipale. Nous avons Rita Delroy en garde à vue. Elle demande à vous parler. Frank sourit pour la première fois depuis des semaines. Quelles sont les accusations ? Plusieurs chefs d'accusation de faux, d'usurpation d'identité et de fraude bancaire. Mais nous pensons qu'il y a plus. Elle prétend que vous l'avez piégée, mais les preuves suggèrent qu'elle et son complice, Boyd Hutchkin, ont orchestré une fraude élaborée en utilisant votre identité. J'arrive. Le commissariat était un terrain familier pour Frank. Il avait consulté les forces de l'ordre tout au long de sa carrière, les aidant à comprendre la psychologie criminelle et les techniques d'interrogatoire. Maintenant, ses compétences lui servaient personnellement. Rita était assise dans la salle d'interrogatoire, l'air hagard et désespéré. Lorsque Frank entra avec son avocat, ses yeux brillèrent de fureur. « Salaud !» siffla-t-elle. « Vous avez tout planifié. » Frank s'assit calmement en face d'elle. « J'ai signé les papiers que vous m'avez remis. Je suis parti sans bruit.
Ce qui se passe ensuite n'est que la conséquence naturelle de vos choix. Les prêts que vous avez contractés à mon nom, les sociétés écrans, les faux comptes. Vous avez tout inventé pour me piéger. L'avocat de Frank se pencha en avant. Mon client n'a jamais contracté de prêt non autorisé ni créé de faux comptes. Les preuves montrent que vous et M. Hutchkin avez falsifié sa signature sur plusieurs instruments financiers. Les entreprises auprès desquelles vous avez emprunté sont toutes des entreprises légitimes et dotées d'une personnalité juridique. Mais le timing, commença Rita. Le timing de quoi? Demanda Frank. Le timing où vous avez décidé de commettre une fraude. Le timing où vous avez choisi d'imiter ma signature. Le timing où vous avez planifié de voler mes biens au moyen de faux documents. Le visage de Rita se décomposa. Où sont mes enfants? Qu'avez-vous fait à Trevor et Madison? Ils sont adultes. Frank a dit qu'ils avaient fait leur propre choix. Trevor a accepté de l'argent de comptes offshore pour financer votre fraude. Madison a contribué à la création de faux documents financiers. Ils en subissent les conséquences juridiques. Ce sont vos enfants. L'expression de Frank resta inchangée. Non, mes enfants ne m'auraient pas trahi. Mes enfants ne vous auraient pas aidé à me détruire. Ceux qui se font appeler Trevor et Madison sont des inconnus qui partagent mon ADN. Rita se mit à pleurer, mais Frank ne ressentait rien. Il avait refoulé ses émotions pour elle des mois auparavant, lorsqu'il avait découvert sa trahison. « Frank, s'il te plaît » murmura-t-elle. « J'ai fait une erreur. J'avais peur pour l'argent, pour l'avenir. Boyd m'a convaincu. »« Arrête !» La voix de Frank coupa court à ses supplications. « Tu as fait un choix. Tu as choisi de me trahir. Tu as choisi d'impliquer nos enfants dans ta trahison. Tu as choisi de commettre des crimes sous mon identité. Chaque conséquence à laquelle tu fais face est la conséquence directe de ces choix. » Il se leva pour partir, mais Rita le saisit par le bras. Que va-t-il se passer maintenant? Frank baissa les yeux sur sa main posée sur son bras et elle la relâcha rapidement. Tu risques maintenant d'être inculpé au niveau fédéral pour fraude bancaire, vol d'identité et complot. Boyd fait face à des accusations similaires, ainsi qu'à des accusations dans 3 autres États pour des agissements similaires qu'il a déjà menés. Trevor et Madison bénéficieront probablement de peines réduites s'ils coopèrent avec les enquêteurs. Le visage de Rita pâlit. D'autres États, tu pensais vraiment être la première victime de Boyd? Il utilise le même stratagème depuis des années, il séduit des femmes riches, les manipule pour les pousser à commettre des fraudes financières, puis disparaît lorsque les choses se compliquent. Tu étais juste le dernier en date, Mark. Frank se tourna pour partir, puis marqua une pause. Oh, et Rita, la maison que tu pensais prendre, les mensualités de prêt immobilier que tu as payées ces 3 dernières semaines, elles sont allées à l'une de mes entreprises. Merci d'avoir respecté les paiements. En quittant le commissariat, Frank ressentit la même satisfaction sereine qu'après des opérations militaires réussies. La première phase était terminée. Rita et Boyd faisaient face à de graves accusations fédérales. Trevor et Madison apprenaient que les actes ont des conséquences. Mais Frank n'en avait pas fini. Il restait des dettes à payer et Frank Delacroix recouvrait toujours ce qui lui était dû. Chapitre 6. Le règlement de compte commence. Le palais de justice fédérale était un monument à la justice. Ses colonnes de marbre et ses luminaires en laiton brillaient sous le soleil matinal. Assis dans la galerie, Frank regardait Rita et Boyd entrer, vêtus de combinaisons orange, les mains menottées. 6 mois s'étaient écoulés depuis sa cérémonie de départ à la retraite. Rita s'était vue refuser la libération sous caution, les procureurs ayant avancé qu'elle risquait de fuir. Boyd avait tenté de fuir à 2 reprises, dont une en faisant la queue. Ils ont été emmenés jusqu'au Mexique avant d'être extradés. Trevor et Madison étaient assis au premier rang avec leurs avocats commis d'office. Tous 2 avaient accepté de témoigner contre leur mère et Boyd en échange de réduction de peine. Ils paraissaient plus âgés, brisés par le poids de leur choix. L'avocat de Frank, Marcus Thornfield, se pencha et chuchota, le procureur dit que Rita veut conclure un marché. Elle est prête à plaider coupable de tous les chefs d'accusation si vous parlez en sa faveur lors de la détermination de la peine. Frank resta neutre. Non, elle prétend que la liaison n'était qu'une erreur, que Boyd l'a manipulée pour la pousser à la fraude financière. Hors sujet. Frank, elle risque 15 à 20 ans de prison fédérale. Boyd risque encore plus. Frank se tourna vers son avocat.
Marcus, j'ai passé 25 ans à défendre ce pays contre ceux qui l'ont trahi. Je n'ai jamais fait preuve de clémence envers les traîtres, et je ne commence pas maintenant. Le procureur, une femme au regard perçant nommée Jennifer Walsh, appela son premier témoin, Frank lui-même. Frank monta à la barre et regarda Rita droit dans les yeux. Elle murmura, « S'il vous plaît », mais il aurait aussi bien pu regarder un inconnu. « Monsieur Delacroix », commença le procureur Walsh. « Pouvez-vous parler au tribunal de votre relation avec les accusés ? Rita Delroy a été mon épouse pendant 22 ans. Boyd Hutchkin était son associé, comme je l'ai découvert plus tard, son amant Trevor et Madison Delroy sont mes enfants biologiques. Pouvez-vous décrire comment vous avez découvert la fraude ? Le témoignage de Frank était méthodique et accablant. Il expliqua comment il avait découvert l'affaire, les faux documents, les faux relevés financiers. Il expliqua comment Rita et Boyd avaient utilisé ses qualifications militaires pour obtenir des prêts, falsifier sa signature sur plusieurs documents et impliquer ses enfants dans leur complot. Les accusés pensaient me manipuler, dit Frank. En réalité, ils révélaient leur véritable identité. J'ai simplement documenté leurs crimes et laissé la justice suivre son cours. Son avocat, un jeune homme nerveux et visiblement dépassé, a tenté de contre-interroger Frank. Maître Delacroix, n'est-il pas vrai que vous avez orchestré tout ce scénario pour piéger ma cliente ? L'escalier de Frank aurait pu faire feu de tout bois. Votre cliente a contrefait ma signature sur des documents de prêt. Votre cliente a créé de faux documents financiers. Votre cliente a commis une usurpation d'identité. Ce sont des crimes qu'elle a choisi de commettre. Je me suis simplement assuré qu'il y avait des preuves de ses choix. Mais vous avez créé les sociétés écrans. J'ai créé des entreprises légitimes par les voies légales. Le fait que votre cliente ait choisi d'escroquer ces entreprises ne me rend pas responsable de ces crimes. Lorsque l'avocat de Boyd a tenté une approche similaire, la réponse de Frank a été encore plus dévastatrice. Maître Hutchkin a commis des fraudes similaires au Nevada, en Californie et en Arizona, ciblant des femmes fortunées et les manipulant pour les amener à commettre des crimes financiers. Il considérait ma femme comme une cible de plus. Le fait qu'elle ait volontairement participé ne fait pas d'elle une victime. Cela fait d'elle une complice. Après 3 jours de témoignage, les preuves étaient accablantes. Le jury a délibéré pendant moins de 2 heures. Pour le chef de complot en vue de commettre une fraude bancaire, nous déclarons Rita Delroy coupable. Pour le chef d'usurpation d'identité, nous déclarons Rita Delacroix coupable. Pour le chef de faux en écriture, nous déclarons Rita Delacroix coupable. Le même scénario s'est reproduit pour tous les chefs d'accusation contre Rita et Boyd. Trevor et Madison ont été condamnés à des peines avec sursis et à la probation en échange de leur coopération, mais ils étaient désormais reconnus coupables. Lors du prononcé de la peine, Rita a été condamnée à 18 ans de prison fédérale. Boyd a écopé de 25 ans avec sursis pour ses précédents crimes commis dans d'autres États. Tandis que les huissiers les emmenaient, Rita a jeté un dernier regard sur Frank. Son expression était suppliante, désespérée, cherchant un signe de l'homme qu'elle avait autrefois manipulé. Le visage de Frank restait impassible. Pour lui, Rita Delroy était morte le jour où elle l'avait trahi. La femme emmenée enchaînée n'était qu'une criminelle payant pour ses crimes. Chapitre 7. Règlement de compte. 2 ans après le procès, Frank se tenait dans la salle de conférence de son entreprise de sécurité privée, Delroy Strategic Solutions. L'entreprise avait connu une croissance rapide, bâtie sur la réputation de Frank et les contacts qu'il avait noués au cours de sa carrière militaire. Son assistante, Lucie, frappa et entra. « Monsieur Delacroix, Trevor, est là pour vous voir. » Frank ne leva pas les yeux de ses dossiers. « Je ne suis pas disponible, monsieur. » Il dit que c'est au sujet de sa mère. Elle est hospitalisée. Frank releva enfin les yeux. « Cannelle dans 5 minutes. » Trevor entra, l'air hagard et désespéré. La prison avait été dure pour Rita et le stress se ressentait aussi sur leur fils. « Papa, s'il te plaît, » commença Trevor. « Maman a fait une crise cardiaque. Les médecins disent que le stress de la prison la tue. Elle a besoin de soins médicaux que la prison ne peut pas lui fournir. » Frank fit signe vers une chaise, mais resta debout. « Asseyez-vous. » Trevor était assis, l'air plus d'un suppliant que d'un fils. « Papa, je sais que ce que nous avons fait était mal. Je sais qu'on t'a fait du mal, mais elle est mourante. » Et le visage de Trevor se décomposa. « S'il te plaît, papa.
Je t'en supplie. Utilise ton influence. Fais-la transférer dans un établissement médical. Aide-la. Frank se dirigea vers la fenêtre donnant sur la ville. Son entreprise occupait les 3 derniers étages d'un gratte-ciel du centre-ville, symbole de son ascension depuis sa retraite. Trevor, tu as fait ton choix il y a 2 ans. Tu as choisi d'aider ta mère à me détruire. Tu as choisi d'accepter de l'argent provenant de comptes frauduleux. Tu as choisi de te moquer de moi. Ces choix ont des conséquences. Mais c'est ta femme. Non. Frank se retourna, la voix froide comme le vent arctique. C'était ma femme. La femme en prison est une criminelle condamnée qui a commis des crimes contre moi. Tu veux que je fasse preuve de pitié envers quelqu'un qui ne m'en a montré aucune? Trevor se leva, la colère illuminant ses yeux. Où est passé le pardon? Où est passée la famille? Frank se dirigea vers son bureau et prit une photo. C'était celle de sa cérémonie de départ à la retraite, où l'on voyait Rita, Trevor et Madison souriant alors qu'il lui offrait un cadeau. Un cadeau qu'il lui avait offert, sachant qu'ils allaient détruire sa vie. La famille ne trahit pas la famille, dit Frank doucement. La famille ne rit pas de la destruction de la famille. La famille ne commet pas de crimes contre la famille. Les personnes sur cette photo n'ont jamais été de ma famille. C'étaient des acteurs jouant des rôles, attendant le bon moment pour frapper. Il posa la photo. Ta mère a choisi sa voie. Tu as choisi la tienne. Maintenant, vis avec les conséquences. Le désespoir de Trevor s'est transformé en rage. Tu es un monstre. Elle t'aimait. L'expression de Frank ne changea pas. Elle aimait mon argent. Elle aimait mon statut. Elle aimait la vie que je lui offrais. Elle ne m'a jamais aimé. Si elle l'avait fait, elle ne m'aurait pas trahi. D'accord, dit Trevor en se levant. Mais Madison? Elle a du mal, papa. Elle ne trouve pas de travail avec un casier judiciaire. Elle vit dans un studio, au salaire minimum. Elle n'était qu'une enfant quand c'est arrivé. Frank retourna à son bureau et s'assit. Madison avait 19 ans, une adulte capable de prendre des décisions d'adulte. Elle a choisi de vous aider, toi et ta mère, à commettre des crimes. Elle a choisi de rire de ma destruction. Elle a choisi d'aider. Je planifie ma ruine financière. Il ouvrit un dossier sur son bureau. D'après mes enquêteurs, Madison cumule actuellement 3 emplois pour payer le loyer d'un studio dans un quartier douteux. Elle a postulé auprès de 47 entreprises au cours des 6 derniers mois et a été rejetée à chaque fois en raison de son casier judiciaire. Trevor semble choqué. Vous la surveillez? Je surveille toutes les menaces à ma sécurité. Cela inclut les personnes qui ont commis des crimes contre moi, quel que soit leur ADN. Frank ferma le dossier. Vos 5 minutes sont écoulées. Trevor ne bougea pas papa, s'il te plaît. Je te demande d'être humain. Frank se leva et se dirigea vers la porte, l'ouvrant. Je suis humain. Je suis le genre d'humain qui ne pardonne pas la trahison. Je suis le genre d'humain qui tient les traîtres responsables de leurs actes. Je suis le genre d'humain qui a appris que la pitié est une faiblesse face à des personnes qui veulent vous détruire. Alors que Trevor s'approchait, Frank parla une dernière fois. Trevor, tu veux le pardon? Tu veux la pitié? Tu aurais dû y réfléchir avant de choisir. Trahissez-moi. Les actes ont des conséquences. Vous vivez avec les vôtres maintenant. Après le départ de Trevor, Frank retourna à son bureau. Il avait bâti une nouvelle vie sur les cendres de l'ancienne, et elle était meilleure que tout ce qu'il avait connu auparavant. Son entreprise prospérait. Sa réputation était irréprochable. Il était riche, puissant et libre de ceux qui cherchaient à le détruire. Rita mourait en prison. Boyd purgeait sa peine en sécurité maximale. Trevor et Madison luttaient contre les conséquences de leur choix. Frank n'éprouvait aucune satisfaction dans leur souffrance, mais il n'éprouvait aucune compassion non plus. Ils avaient fait leur choix. Maintenant, ils en subissaient les conséquences. Chapitre 8. La dernière visite. La prison fédérale était une forteresse de béton et d'acier, entourée de barbelés et de miradors. Frank y était déjà venu en tant que consultant en sécurité pour le gouvernement. Il n'aurait jamais imaginé qu'il rendrait visite à quelqu'un en tant que mari. Rita gisait dans l'infirmerie de la prison, connectée à des moniteurs et à 4 lignes. Elle paraissait 20 ans plus âgée que son âge réel, ses cheveux gris et fins, son visage gant.
La prison n'avait pas été gentille avec elle. Elle leva les yeux tandis que Franck entra, les yeux se remplissant de larmes. « Franck, murmura-t-elle. Tu es venu ?» Franck a tiré une chaise mais ne s'est pas assis près du lit. Le directeur a appelé. Il a dit que vous mourriez. Rita a essayé de sourire. Je suppose que je le suis. Les médecins disent que mon cœur échoue. Trop de stress. Disent-ils. Franck n'a rien dit. Franck, j'ai besoin de vous dire quelque chose sur Boyd. À propos de tout. Je sais tout ce que je dois savoir. Rita secoua faiblement la tête. Non, tu ne le fais pas Boyd. Il m'a montré des photos. Des photos de vous avec d'autres femmes pendant vos déploiements. Il a dit, vous me trompez depuis des années. Il a dit, vous ne m'aimiez jamais. Que j'étais juste pratique. L'expression de Franck n'a pas changé. Il n'y avait aucune autre femme. Je sais que maintenant, a dit Rita, des larmes coulant sur son visage. Je sais que les photos étaient fausses. Je sais que Boyd m'a manipulé, mais à l'époque, je l'ai cru. Vous mettez à moi. Vous d'une manière que je ne peux jamais réparer. Franck se retourna pour lui faire face. Tu ne m'as pas juste fait de mal, Rita. Vous m'avez trahi. Vous avez pris nos enfants, nos propres enfants, et les avez transformés en accomplis dans votre crime. Vous les avez fait rire de ma douleur. Vous en avez fait des participants à ma destruction. Rita ferma les yeux. J'étais en colère. J'ai été blessé. Je voulais te blesser et tu as réussi. Franck est retourné sur la chaise mais ne s'est pas assis. Rita, tu veux l'absolution. Vous voulez que je vous pardonne pour que vous puissiez mourir en paix. Mais je ne suis pas un prêtre et ce n'est pas un confessionnal. Vous avez fait des choix. Ces choix ont détruit notre famille, détruit l'avenir de nos enfants et m'ont presque détruit. Franck, s'il vous plaît. Vous voulez savoir ce qui fait le plus mal? La voix de Franck était calme mais tranchante comme une lame. Ce n'est pas l'affaire. Ce n'est même pas la fraude. C'est que vous avez fait de nos enfants des monstres. Trevor et Madison étaient de bons enfants avant de les empoisonner contre moi. Vous les avez transformés en criminels. Vous avez détruit leur vie avec la vôtre. Rita était sanglotant maintenant. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Franck se tenait près de son chevet, regardant la femme qui avait partagé sa vie pendant 22 ans. La femme qui lui avait donné 2 enfants. La femme qui l'a trahi plus complètement que n'importe quel ennemi qu'il avait jamais affronté. Rita, je ne suis pas là pour te pardonner. Je ne suis pas là pour offrir du réconfort. Je suis ici pour vous dire quelque chose d'important. Elle leva les yeux vers l'espoir. Vos choix ont des conséquences. Trevor travaille des quarts de nuit dans un entrepôt, a du mal à payer le loyer. Madison nettoie les bureaux la nuit car personne n'engagera un criminel condamné pendant la journée. Ce sont tous deux des personnes brisées aux prises avec la dépendance et la dépression. Le visage de Rita s'est pâle. Dépendance. Trevor a été arrêté 2 fois pour possession. Madison a été en cure de désintoxication à 3 reprises. Vos choix ne vous ont pas simplement détruits, ils les ont également détruits. Franck se tourna pour partir. Franck, attendez. Rita a appelé désespérément. Et la miséricorde? Et l'homme que j'ai épousé? L'homme qui croyait aux 2e chances. Franck fit une pause à la porte. Cet homme est décédé le jour où sa femme et ses enfants lui servent des papiers de divorce lors de sa cérémonie de retraite. L'homme à qui vous parlez maintenant est quelqu'un de différent, quelqu'un plus difficile, quelqu'un qui a appris que la miséricorde est un luxe qu'il ne peut pas se permettre. Il ouvrit la porte, puis regarda en arrière une dernière fois. Au revoir, Rita. Alors que Franck marchait dans le couloir de la prison, il l'entendit appeler son nom, mais il n'a pas fait demi-tour. Il avait dit ce qu'il était venu dire. Il ne restait plus rien entre eux maintenant, mais les conséquences de ses choix. Chapitre 9. La victoire finale. Franck se tenait dans son bureau 5 ans après sa cérémonie de retraite, regardant la ville tentaculaire en dessous de lui. Delroy Strategic Solutions occupait désormais un bâtiment entier employant plus de 200 personnes et générant des dizaines de millions de revenus par an. Son assistant a frappé et entré. Monsieur Delacroix, il y a eu un développement. Franck se détourna de la fenêtre. Quel genre de développement? Rita Delroy est décédée hier soir.
Insuffisance cardiaque. Le gardien de la prison a appelé ce matin. Frank hocha la tête une fois. Merci de m'avoir fait savoir. Son assistant a hésité. Monsieur, il y a plus. Boyd Hutchkin a été retrouvé mort dans sa cellule ce matin. Suicide apparent. Frank ne ressentait rien. Pas de satisfaction, pas de tristesse, pas de sentiment de fermeture. Rita et Boyd étaient simplement des problèmes qui s'étaient résolus. De plus, son assistant a poursuivi, Trevor et Madison ont tous deux demandé des réunions avec vous séparément. Frank se dirigea vers son bureau et s'assit. Nous planifiez-les pour demain, 15 minutes chacun. Le lendemain, Madison est entrée en premier dans son bureau. Elle avait l'air fatiguée, épuisée par des années aux prises avec les conséquences de ses choix. Mais il y avait quelque chose de différent chez elle, une sorte de maturité résignée qui n'avait pas été là auparavant. « Papa » dit-elle doucement, assise en face de son bureau. « Madison, j'ai entendu parler de maman. Je voulais vous remercier. » Frank leva un sourcil. « Remerciez-moi. » Madison hocha la tête. « Pour ne pas l'avoir aidé, de ne pas avoir fait preuve de miséricorde, de nous avoir permis de faire face aux conséquences de ce que nous avons fait. » Frank a dit, rien n'attendait. « Je suis allé en thérapie » a poursuivi Madison. « La vraie thérapie, pas l'ordre du tribunal. J'ai essayé de comprendre comment je suis devenu le genre de personne qui pouvait rire de la douleur de leur père. Comment je pouvais participer à vous détruire. » Elle a pris une profonde inspiration. « Le thérapeute dit que je n'ai jamais été vraiment votre fille. Mais ce n'était pas une marionnette de maman. Madison a dit que je ne sais pas à Madison. » Bon. Madison se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Papa, Frank, je voulais juste dire que je suis fier de toi pour avoir construit tout ça. Pour ne pas nous laisser vous détruire, pour être plus fort que nous. » Après le départ de Madison, Trevor est entré. Il avait l'air pire que sa sœur, plus âgé, plus dur, avec l'apparence d'un homme qui avait perdu trop de batailles. « Et elle est morte » a déclaré Trevor sans préambule. « Je sais » Trevor s'assit fortement. « Je vous détestais pendant longtemps. Vous avez tout blâmé. Vous avez blâmé la mort de maman. Depuis les problèmes de Madison, pour mes propres échecs. » Frank a attendu. « Mais j'ai eu le temps de penser. 5 ans de réflexion, et j'ai réalisé quelque chose. » Trevor a regardé Frank. « Vous ne nous avez pas détruites. Nous avons détruit que nous avons fait du choix pour que nous avons fait du choix. J'ai été jaloux de toi. Jaloux que vous ayez survécu à ce que nous vous avons fait. Jaloux que vous ayez construit quelque chose de mieux. Jaloux que vous aviez continué pendant que nous sommes toujours pris au piège par ce que nous avons fait. » L'expression de Frank n'a pas changé. La jalousie est également un choix. Trevor rit amèrement. « Ouais, c'est comme tout le reste. » Il s'est levé. « Je ne demande rien, Frank. Je ne demande pas le pardon ou l'aide ou une seconde chance. Je suis juste là pour vous dire que vous avez complètement gagné. » Absolument. Trevor se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Vous voulez connaître le pire ? La partie qui me détruit vraiment n'est pas que nous avons perdu, c'est que nous méritons de perdre. Nous avons mérité tout ce qui nous est arrivé. » Alors que Trevor partit, Frank retourna à sa fenêtre. La ville s'est étendue en dessous de lui, pleine de possibilités et d'opportunités. Il avait construit une nouvelle vie de rien. S'est entouré d'employés fidèles et d'associés de confiance. Il était riche, réussi et gratuit. Rita était morte. Boyd était mort. Trevor et Madison étaient des restes brisés de leur ancien moi, luttant pour survivre dans un monde qui n'avait pas sa place pour eux. Frank avait gagné, mais la victoire avait le goût de hache. Pas parce qu'il a regretté ses actions. Il ne l'a pas fait. Pas parce qu'il se sentait coupable. Il ne ressentait rien. La victoire avait le goût d'âge parce que la victoire avait besoin de devenir quelqu'un qu'il n'avait jamais voulu être. Quelqu'un qui pouvait regarder sa femme mourante et ne rien ressentir. Quelqu'un qui pouvait regarder ses enfants souffrir et ne ressentait aucune compassion. Mais c'était le prix de la trahison. Rita et ses enfants l'avaient forcé à devenir cette personne. Ils avaient tué l'homme qui aurait pu faire preuve de miséricorde, qui aurait pu pardonner, qui aurait pu offrir une deuxième chance. Frank Dicroix avait appris la leçon la plus difficile de toutes. Parfois, la survie nécessite de devenir un monstre. Parfois,
gagner signifie perdre tout ce qui vous a rendu humain. Alors que le soleil se couchait sur la ville, Frank se tenait seul dans son bureau, entouré de l'empire qu'il avait construit à partir des cendres de sa vie détruite. Il était puissant, riche et complètement seul. Mais il était vivant et ses ennemis ne l'étaient pas. En fin de compte, c'était une victoire assez. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.